Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vous amène dans l'abîme avec Charles Dickens et Wilkie Collins pour vous faire un petit peu le paysage. Une rue tortueuse aux odeurs nauséabondes, une berge vaseuse de la Tamise, une cave à vin souillée de moisissures, où croupissent des êtres souterrains incontestablement. C'est du Charles Dickens, 1812-1870. Une femme spectrale errant au clair de lune, une brume épaisse nimbant un orphelinat, un suspense croissant. Incontestablement, c'est du Wilkie Collins, 1824-1889. Double bingo, c'est du Dickens et Collins. Les deux écrivains ont traversé l'Angleterre victorienne en même temps et leur amitié fut intense. Le premier a publié le second a admiré le premier. L'un fut le génie des personnages, l'autre le précurseur du polar anglais. Ils ont écrit ensemble quelques nouvelles, les voici donc réunies pour, espère-t-on, un thriller collinsien emmené par des protagonistes dickensiens, L'Abîme, publié en 1867 sous deux formes, une pièce de théâtre et un roman. Nous allons donc continuer la lecture. J'espère que vous allez passer un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Quel était donc celui qu'on soupçonnait? Vandal pensa qu'il chercherait inutilement à le deviner. Mais qui pouvait-il bien envoyer à Neufchâtel avec le reçu? Certes, il n'était pas difficile de trouver au carrefour des éclopés un homme courageux et honnête, mais où était l'homme accoutumé au voyage, parlant le français? Et sur qui l'on pourrait réellement compter pour tenir à distance tout étranger qui voudrait lier connaissance avec lui pendant la route. Vandal n'avait réellement qu'un seul compagnon sous sa main, qui réunit toutes les conditions dans sa personne. C'était lui-même. Un grand sacrifice sans doute que de quitter sa maison. Un plus grand sacrifice encore que de quitter Marguerite. Mais après tout, il s'agissait de 500 livres et Roland insistait si positivement sur l'interprétation littérale des démarches par lui conseiller qu'il ne fallait point hésiter à lui obéir. Plus Vandal réfléchissait, plus la nécessité de son départ lui apparaissait clairement. « Partons », soupira-t-il. Comme il remettait le reçu et la nouvelle lettre sous clé, certaines associations d'idées lui vinrent qui lui rappela Obenreizer. Il pensa qu'avec l'aide de celui-ci, il lui deviendrait bien plus facile de deviner quel pouvait être le voleur. Obenreizer pouvait le lui faire connaître. Cette pensée avait à peine traversé son esprit que la porte s'ouvrit et qu'Obenreizer entra. On m'a dit dans Soho Square qu'on attendait votre retour dans la soirée d'hier, lui dit Vandal, en lui souhaitant la bienvenue. Avez-vous fait de bonnes affaires en province? Êtes-vous mieux portant? Mille grâces, répondit Obenreizer. J'ai fait admirablement mes affaires. Je suis bien, très bien. Et maintenant, quelles nouvelles? Avez-vous des lettres de Suisse? Oh, une lettre bien extraordinaire, dit Vandal. L'affaire a pris une tournure nouvelle et l'on me recommande de Neufchâtel le plus profond secret sur les mesures que nous allons adopter. Ce secret doit être gardé vis-à-vis de tout le monde. Sans en accepter personne? Demanda Obenreizer. Et tout en répétant « personne », il se retira d'un air pensif du côté de la croisée, à l'autre bout de la chambre. Regarda pendant un moment dans la rue, puis tout à coup, revenant à Vandal. Sûrement. Ils ont perdu la mémoire, dit-il, puisqu'ils ne font pas même une exception en ma faveur. C'est Roland qui m'écrit, répliqua Vandal. Comme vous le dites, il doit avoir perdu la mémoire. Ce côté de l'affaire m'échappait complètement. Je souhaitais de vous voir et de vous consulter au moment même où vous êtes entré.
Je suis pourtant liée par une défense formelle, mais je ne puis croire qu'elle vous concerne. Tout cela est bien fâcheux. » Les yeux d'Obenreiser, couverts de leurs nuages, se fixèrent sur Vandal. « Peut-être est-ce bien plus que fâcheux, » dit-il. « Je suis venu ce matin non seulement pour avoir des nouvelles, mais pour m'offrir à vous comme intermédiaire ou comme messager. Le croirez-vous? J'ai reçu des lettres qui m'obligent à me rendre en Suisse sans tarder. J'aurais pu me charger des pièces et documents de cette affaire et le remettre à Defrégny. Vous êtes bien l'homme qu'il me fallait, fit Vandal. Il n'y a pas 5 minutes que, cherchant autour de moi et ne trouvant personne qui pût me remplacer dans le voyage, j'avais résolu de l'entreprendre moi-même. Laissez-moi relire cette lettre. Il ouvrit la chambre de fer pour y reprendre la lettre. Obenreiser jeta un coup d'œil rapide autour de lui pour bien s'assurer qu'ils étaient seuls, le suivit à 2 pas de distance et sembla le mesurer du regard. Vraiment, Vandal était plus grand que lui et sans doute plus fort. Obenreiser recula et s'approcha de la cheminée. Vandal, pendant ce temps, lisait pour la 3e fois le dernier paragraphe de la lettre. Il y avait là un avis très clair et la dernière phrase demandait au jeune négociant de suivre cet avis à la lettre. D'un côté, une grosse somme d'argent en jeu, de l'autre, un terrible soupçon à éclaircir. Vandal comprit que s'il agissait à sa guise et si quelque événement arrivait ensuite et déjouait toutes les mesures prises, la faute lui en serait imputée. Le blâme retomberait sur lui seul. En sa qualité d'homme d'affaires, il n'avait vraiment qu'un parti à suivre. Il remit la lettre sous clé. « Quel ennui !» dit-il à Obenreiser. « Il y a sans doute ici, de la part de Roland, un oubli inconcevable et qui me met dans une sotte et faute position vis-à-vis de vous. Que dois-je faire ? Il me semble qu'ayant un si grand intérêt dans cette fâcheuse aventure dont j'ignore tous les détails, je n'ai pas la liberté de ne pas obéir aux injonctions de mon correspondant et que je dois au contraire m'y conformer sans résistance. Vous me comprendrez certainement, vous me voyez esclave des ordres que je reçois et je ne peux assez vous dire combien j'aurais été heureux en cette occasion d'accepter vos services. N'en parlons plus, dit Obenreiser. À votre place, je n'agirais pas différemment. Je ne suis donc point du tout offensé de votre conduite et je vous remercie pour le compliment que vous me faites. Nous serons au moins compagnons de voyage. Vous partez avec moi aujourd'hui même. Aujourd'hui. Mais faut-il... Cela va sans dire que je vois Marguerite. Assurément, voyez-la ce soir. Vous me prendrez au passage et nous nous rendrons ensemble au chemin de fer. Nous partirons à 8 heures par le train-poste. Par le train-poste, dit Vandal. Et il était plus tard que Vandal ne le croyait. Lorsqu'il arriva à la maison de Soho Square, les affaires suscitées par ce départ précipité avaient surgi devant lui par douzaines. Toutes sortes d'obligations qu'il ne pouvait négliger le forcèrent de se résigner à cette cruelle perte de temps si court et si précieux qu'il voulait consacrer à Marguerite. À sa grande surprise et à son extrême joie, elle était seule dans le salon lorsqu'il entra. « Nous n'avons que peu de temps à nous, Georges, dit-elle. Mais grâce à la bonté de Madame Dor, nous pouvons au moins les passer tous les deux ensemble. » Elle lui jeta les bras autour du cou. « Georges, lui dit-elle, tout bas, avez-vous fait quelque chose qui ait pu blesser M. Obenreiser ?»« Moi ?» s'écria Vandal stupéfait. « Taisez-vous, dit-elle. Il faut que je vous parle bien bas. Rappelez-vous le petit portrait photographié que vous m'avez donné cet après-midi. Je ne sais comment, il le trouva sur la cheminée. Il le prit, le regarda, et moi, je voyais son visage dans ce miroir. Je suis sûre que vous l'avez offensé. Il est vindicatif, implacable et aussi muet qu'une tombe. Ne partez pas avec lui, Georges. Ne partez pas. Mon cher amour, répondit Vandal,
Vous vous laissez égarer par votre imagination. Jamais Obenreizer et moi n'avons été meilleurs amis qu'à présent. » Avant que Marguerite n'eût pu répondre, un pas sonore et le poids d'un corps majestueux firent trembler le parquet de la pièce voisine. Et Madame Dor apparut. « Obenreizer » dit-elle. Puis elle se laissa tomber lourdement sur une chaise, à sa place ordinaire, devant le poêle. Obenreizer entra avec un sac de courrier qu'elle portait en bandoulière. « Êtes-vous prêt ?» demanda-t-il à Vandal. « Puis-je porter quelque chose pour vous ?»« Et quoi? N'avez-vous point un sac de voyage? Je viens d'en acheter un. Regardez, ici est la poche au papier. Elle est à votre service. »« Je vous remercie, » dit Vandal. « Je n'ai qu'un seul papier important. Je suis forcé de ne pas m'en dessaisir. Et il est là. Il doit rester là, jusqu'à ce que nous arrivions à Neufchâtel. » Vandal, en même temps, touchait la poche de son habit. Il sentit la main de Marguerite qui pressait la sienne. La jeune fille examinait Obenreizer jusqu'au fond de l'âme. Mais déjà, celui-ci s'était retourné vers Madame Dor et prenait congé de la bonne dame. « Adieu, ma chère Marguerite », s'écria-t-il en revenant vers sa pupille pâle et épouvantée. « Allons, Vandal, êtes-vous prêt, enfin? En route, mon ami, pour Neufchâtel !» Il frappa légèrement Vandal à la poitrine, à la place où était la poche qui contenait le reçu, et sortit le premier. Le dernier regard de Vandal fut pour Marguerite. Les derniers mots de la jeune fille furent ceux-ci. « Ne partez pas !» Troisième acte. Dans la vallée. On était alors au milieu du mois de février. L'hiver était des plus rigoureux et les chemins mauvais, pour les voyageurs si mauvais, qu'en arrivant à Strasbourg, Vandal et Obenreizer trouvèrent les meilleurs hôtels, absolument vides. Les quelques personnes qui les avaient rencontrés en route et qui se rendaient pour affaires dans l'intérieur de la Suisse renonçaient à leur voyage et revenaient sur leurs pas. Les chemins de fer qui conduisent aujourd'hui les touristes dans ce beau pays étaient encore en ce temps-là pour la plupart inachevés. Les lignes inexploitées, semées d'ornières profondes, étaient impraticables. Et partout, l'hiver avait interrompu les communications. Partout, on entendait d'histoires de voyageurs arrêtés en chemin par des accidents dont on exagérait la gravité sans doute. Cependant, comme la voie de Bâle restait libre, la résolution de Vandal de poursuivre sa route n'en fut nullement troublée. Quant à la résolution d'Obenreizer, elle fut la même que celle de Vandal. Il se voyait aux abois, désespéré, perdu. Il lui fallait à tout prix anéantir la preuve que Vandal portait avec lui. Dut-il pour cela anéantir Vandal lui-même? Menacé d'une ruine certaine, enfermé dans un cercle que l'activité de Vandal resserrait d'heure en heure autour de lui, Obenreizer haïssait son compagnon avec la férocité d'une bête sauvage. De tout temps, il avait nourri de mauvaises pensées contre le jeune négociant. Était-ce la sourde rancune du paysan contre le gentleman? Était-ce le contraste de sa nature avec cette nature franche et généreuse? Était-ce la beauté de Vandal? Était-ce le bonheur qu'il avait eu de se faire aimer de Marguerite? Était-ce toutes ces causes réunies ensemble? Il le haïssait. Il l'avait haï dès qu'il l'avait vu. À présent, il le regardait comme celui qui le conduisait à sa perte. Et cette pensée redoublait la fureur de sa haine. Vandal, au contraire, que si souvent avait lutté contre lui-même pour se défendre de cette instinctive et vague méfiance qu'Obenreizer lui avait inspirée si longtemps, se regardait à présent comme obligé d'effacer de son esprit jusqu'à la trace de ce sentiment involontaire. Il se disait qu'Obenreizer était le tuteur de Marguerite, qu'il vivait avec lui désormais dans les termes d'une amitié véritable, que c'était lui qui, de son plein gré, avait voulu être son compagnon de route sans avoir aucun motif intéressé à partager les fatigues et les dangers d'un tel voyage. À toutes ces raisons qui plaidaient si fortement en faveur d'Obenreizer, le hasard va en ajouter une autre.
Lorsqu'ils arrivèrent à Bâle, après un trajet 2 fois plus long que de coutume, ils avaient fini de dîner fort tard, et ils étaient seuls dans une chambre d'auberge. Le Rhin coulait au pied de la maison, profond, rapide, bruyant, grossi par les neiges. Vandal était nonchalamment étendu sur un canapé. Obenreizer marchait de long en large, s'arrêtait par moments devant la fenêtre, regardait dans les eaux noires le reflet tortueux des feux de la ville et peut-être, se disait-il, si je pouvais l'y jeter. Puis il reprenait sa promenade à travers la chambre, les yeux baissés. Où le volerais-je si je le peux? Où le tuerais-je s'il le faut? Et le fleuve roulait, roulait, semblant répéter ces paroles comme un refrain de mort dont le bruit devint si distinct aux oreilles du Suisse qu'il s'arrêta brusquement encore une fois, pensant qu'il ferait mieux de se parler à lui-même de toute autre chose. Où le volerais-je si je le peux? Où le tuerais-je s'il le faut? Obenreizer changea tout à coup de refrain. Le Rhin mugit ce soir, dit-il songeur, comme la vieille cascade de chez nous. Je vous ai déjà parlé de cette cascade que ma mère montrait aux voyageurs. Le bruit en changeait selon le temps qu'il faisait, ainsi que celui de toutes les chutes d'eau et de toutes les eaux courantes. Lorsque je devins apprenti chez l'horloger, ce murmure, je me le rappelle, me poursuivait encore et semblait me dire « Qui es-tu, petit malheureux, pauvre petit infortuné? Qui es-tu » D'autres fois, lorsque le bruit devenait plus sourd et annonçait un orage près d'éclater, je croyais entendre ces mots. « Boum, boum, battez-le, battez-le » C'est ce que criait ma mère quand elle se mettait en colère contre moi. Si tant est qu'elle fût ma mère. Si tant est, répliqua Vandal qui changea brusquement de posture. Si tant est qu'elle fût votre mère? Pourquoi dites-vous cela? Que sais-je? Répéta Obenreizer avec un geste d'indifférence. Que puis-je vous dire? Ma naissance est si obscure. Par exemple, j'étais encore très jeune, un petit enfant, que tout le reste de ma famille, hommes et femmes, était presque vieux. Tout est donc possible à croire. Avez-vous jamais douté? Je vous ai déjà dit une fois que je doutais de mon père et de ma mère, répliqua le Suisse. Mais enfin, je suis de ce monde, n'est-il pas vrai? Je fais partie de la création, et si je ne suis point issu d'une bonne famille, qu'importe. En vérité, êtes-vous bien suisse? Lui demanda Vandal, qui ne le quittait plus des yeux. Et comment le serais-je? Fit Obenreizer, en s'arrêtant brusquement. Il jeta par-dessus l'épaule un regard indéfinissable à son compagnon. Si l'on vous demandait, êtes-vous anglais? Comment pourriez-vous répondre? Comment le savez-vous? Parce qu'il m'a été dit depuis mon enfance. Oh, de cette façon, je suis aussi éclairé sur moi que vous-même. Et puis, ajouta Vandal, suivant sa pensée, par mes premiers souvenirs, moi aussi. J'en sais donc autant sur Obenreizer que vous en savez sur Vandal, si cela s'appelle savoir. Vous n'êtes donc pas content de ce que vous savez, et tout cela ne vous suffit point. Il faut bien que cela me suffise, et que je sois content. Quand on a dit « il faut », on a tout dit sur notre petite terre. 2 mots bien courts, mais plus forts que tous les raisonnements et que toutes les phrases. Vous êtes né dans la même année que ce pauvre Wilding. Vous étiez du même âge, dit Vandal, en le regardant encore d'un air pensif, tandis qu'Obenreizer commençait à marcher dans l'appartement. Oui, du même âge. Obenreizer était-il donc celui que Wilding avait cherché? Dans cette théorie sur l'étroitesse du monde, qui revenait sans cesse sur ses lèvres, n'y avait-il pas un sens plus subtil qu'il n'en avait l'air? Cette lettre de Suisse qui le recommandait à la maison Wilding & Co.
Avait-elle suivi de si près la révélation de Madame Goldstraw que parce que l'enfant victime de l'erreur et de l'injustice allait paraître que de profondeur dans cette vie qui est restée insondable? Quoi de plus curieux aussi que le hasard ou l'enchaînement de sentiments et de devoirs qui avait établi entre Obenreizer et Vandal une cordialité croissante de rapports, une intimité assez grande pour les amener là, tous deux, par cette nuit d'hiver, s'acheminant ensemble au même lieu, au même but. Les pensées de Vandal, éveillées sur cet objet, se perdaient dans l'espace, tandis que ses yeux suivaient toujours Obenreizer, qui ne cessait point sa promenade. Et le fleuve roulait, roulait, et poursuivait sa psalmodie funèbre. Où le volerai-je, si je le puis? Où le tuerai-je, s'il le faut? Le secret de Wilding ne courait aucun danger sur les lèvres de Vandal. Mais celui-ci songeait que c'était sous le poids même de ce secret que Wilding était mort. Il sentait, lui aussi, le poids redoutable dont il avait hérité. Et cependant, le fardeau lui semblait maintenant un peu moins lourd, et l'obligation de suivre la trace cherchée, quelque obscure qu'elle fût, moins pénible. Quoi? Ne serait-il pas bien heureux qu'Obenreizer fût le véritable Walter Wilding? Eh non. Bien qu'à force de raisonnement et de combat, il eût à peu près vaincu la défiance que lui inspirait cet homme, il ne pouvait souhaiter de le voir prendre la place de l'ami qui n'était plus. Un tel associé à lui, qui était si franc, si simple, si dénué d'artifice. Et puis, voudrait-il qu'Obenreizer devint riche? Non. Obenreizer avait assez de pouvoir déjà sur Marguerite, sans que la richesse vînt l'augmenter encore. Voudrait-il que cet homme fût le tuteur de Marguerite alors qu'il lui serait prouvé qu'il n'était point son parent? Non. Non. Et cependant, ses propres répugnances, ses propres désirs ne devaient point prévaloir et se placer entre lui et la fidélité qu'il devait à un mort. Aussitôt, comme pour se bien prouver à lui-même que ses pensées, qu'il regardait comme mauvaises, ne le retiendraient point et que ses impressions passagères ne sauraient même le refroidir dans l'accomplissement d'un devoir sacré, il se mit à réfléchir aux moyens d'éclaircir ses doutes au plus vite. Suivi d'un regard plus ouvert et plus doux, les mouvements de son compagnon dans la chambre. Ne le croyait-il pas alors occupé à méditer tristement sur sa naissance? Qui lui aurait dit qu'Obenreizer songeait alors à un autre homme? Que cet autre, c'était lui, et qu'il songeait à l'assassiner. La route de Bâle à Neufchâtel n'était point en aussi mauvais état qu'on l'avait dit dans la ville. Les dernières gelées l'avaient un peu rétabli. Des guides étaient arrivés ce soir-là, sur des chevaux et sur des mules, et n'avaient point parlé de difficultés trop grandes à surmonter. Beaucoup de patience. Et l'on pouvait arriver à grand effort de roues et de coups de fouet. Vandal eut bientôt conclu le marché. Une voiture devait le lendemain venir prendre les voyageurs qui partiraient avant le jour. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette lecture de l'abîme de Charles Dickens et Wilkie Collins, un écrit à 4 mains. Donc, je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt pour la suite de la lecture et belle nuit à certains.